il y a quelque chose que presque personne ne dit sur les pensées négatives. Plus tu essaies de les faire taire, plus elles deviennent fortes. On te dit de penser positif, de te concentrer sur le bon côté des choses, de ne pas te laisser envahir. Et tu essaies. Honnêtement, tu essaies. Mais la pensée revient. Souvent la nuit. Souvent au moment où tu voudrais être en paix. Et parfois, elle revient encore plus forte qu'avant. Parce que lutter contre une pensée, c'est lui donner de l'énergie. Comprends ta relation avec elle. Parce que la pensée n'est pas le problème. La façon dont on s'y accroche, c'est le problème. Je suis Jordi, et ici, sur le silence du Bouddha, nous explorons ensemble ce que signifie vivre avec plus de clarté, de légèreté et de présence. Aujourd'hui, je vais te partager 5 habitudes concrètes, profondément ancrées dans la sagesse bouddhiste, pour transformer ta relation aux pensées négatives. Pas des techniques pour les faire taire. Des habitudes pour ne plus en être prisonnier. Commençons. Voici ce qui se passe dans la plupart des esprits quand une pensée négative apparaît. La pensée arrive. Et immédiatement, une deuxième pensée arrive juste derrière. Pourquoi je pense encore à ça? Je n'aurais pas dû réagir comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et c'est là que tout se complique. Parce qu'on n'a plus une pensée. On en a 2, puis 3, puis une avalanche. La pensée négative ne faisait que passer. C'est le jugement qu'on lui a ajouté qui l'a installé. Dans la pratique bouddhiste, il existe une technique très ancienne qui s'appelle Vitarka, la reconnaissance claire. Elle consiste à nommer simplement ce qui se passe, sans rien y ajouter. Pas « je suis anxieux », mais « il y a de l'anxiété ». Pas « je n'aurais pas dû », mais « il y a du regret en ce moment ». Ce glissement de langage n'est pas anodin. Quand tu dis « je suis anxieux », tu fusionnes avec la pensée. Elle devient toi. Tu deviens elle. Quand tu dis « il y a de l'anxiété », tu crées une distance. Tu deviens l'espace dans lequel cette pensée apparaît. Et non plus la pensée elle-même. C'est subtil, mais c'est immense. Nommer, c'est déjà ne plus être emporté. La pratique. La prochaine fois qu'une pensée difficile apparaît, fais une seule chose. Nomme-la à voix basse ou intérieurement. Il y a de la peur. Il y a de la tristesse. Il y a du doute. Pas « je suis ». Il y a. Et après avoir nommé, observe simplement. Ne cherche pas à changer la pensée. Ne cherche pas à la comprendre tout de suite. Juste nommer. Juste voir. C'est souvent suffisant pour que quelque chose se détende. Parce que la pensée qui est nommée n'a plus besoin de crier pour être entendue. Il y a une chose que les pensées négatives font mieux que tout. Elles créent des fils. Une pensée en amène une autre. Celle-là en appelle une troisième. Et avant même de s'en rendre compte, on est à 21 minutes du point de départ, enfoncé dans une histoire qu'on a construite seule en quelques secondes. La rumination ne fonctionne pas comme un raisonnement. Elle ne cherche pas une réponse. Elle tourne, en boucle, comme un disque rayé. Et le problème avec un disque rayé, ce n'est pas le contenu de la musique, c'est qu'elle ne va nulle part. Dans les retraites de méditation intensive, les enseignants bouddhistes observent quelque chose d'intéressant chez les pratiquants. Quand l'esprit part dans une rumination longue, les yeux bougent moins. La posture s'affaisse légèrement. La respiration devient plus superficielle. Le corps entre dans un état de semi-absence. Et la leçon est simple.
La rumination a besoin d'immobilité pour survivre, ce qui signifie que le corps peut interrompre ce que le mental ne peut pas. Un geste physique délibéré, simple, bref, intentionnel, peut couper le fil d'une pensée là où la volonté seule n'y arrive pas. Pas parce que la pensée disparaît magiquement, parce que l'attention est ramenée dans le corps. Et l'attention ne peut pas être complètement dans une sensation et simultanément dans une histoire. La pratique, quand tu remarques que tu rumines, et le moment où tu le remarques est le bon moment, fais un geste physique simple et délibéré. Pas un effort, un signal. Pose les deux mains à plat sur tes cuisses ou sur une surface, sans le contact, la température, la texture, ou bien lève-toi et fais 3 pas lents, en sentant chaque contact du pied avec le sol. Ou bien ouvre les yeux très grands 1 seconde, puis laisse-les se fermer doucement. Le geste importe moins que l'intention. L'intention, c'est « je reviens ici, maintenant ». Avec le temps, ce geste devient un réflexe, un point d'ancrage que tu poses toi-même avant d'être trop loin. Le bouddhisme possède un mot qu'aucune langue occidentale ne traduit vraiment bien. Ce mot, c'est papanka. On pourrait le traduire par la prolifération mentale, la tendance de l'esprit à prendre une expérience simple et à la transformer en histoire, puis en scénario, puis en identité. Voici comment papanka fonctionne. Quelqu'un dit quelque chose. L'esprit enregistre. C'était une critique. Puis il ajoute. Il me critique souvent. Puis, les gens en général ne me respectent pas. Puis, c'est parce que je ne suis pas à la hauteur. Puis, je n'ai jamais vraiment été à la hauteur. En 30 secondes, une phrase anodine est devenue une conviction sur ta valeur. Voilà papanka. Et la chose importante à comprendre, ce n'est pas la pensée initiale qui fait le dommage. C'est chaque couche qu'on lui ajoute, chaque interprétation, chaque généralisation, chaque toujours et chaque jamais. Les graines, dans la tradition bouddhiste, sont appelées bija. Une graine peut être plantée sans qu'on l'ait choisie. Mais ce qui décide si elle pousse, c'est ce qu'on lui donne, l'eau qu'on verse dessus, l'attention qu'on lui accorde. Une pensée négative est une graine. Elle peut rester graine ou devenir forêt. La différence, c'est ce qu'on ajoute. La pratique. Quand une pensée négative apparaît, pose-toi une seule question. Est-ce que je suis en train d'ajouter quelque chose à cette pensée? Ou est-ce que je la laisse être ce qu'elle est? Si tu remarques que tu généralises, toujours, jamais, tout le monde, personne, c'est le signe que papanka est à l'œuvre. Ne lutte pas contre la pensée initiale. Arrête simplement de lui ajouter des étages. Laisse-la à sa taille réelle. Souvent, elle est bien plus petite qu'on ne le croyait. Il y a une question que presque personne ne se pose. D'où viennent les pensées négatives? On croit souvent qu'elles viennent de soi, d'une prédisposition, d'un tempérament. Je suis comme ça. Je suis anxieux de nature. Mais le bouddhisme propose une lecture différente. Chaque expérience que tu absorbes laisse une empreinte dans l'esprit. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, les conversations que tu entretiens, le ton dans lequel tu parles de ta propre vie. Ces empreintes s'accumulent et un jour, elles deviennent le fond sonore de ta vie intérieure. Dans l'enseignement du Bouddha, on appelle cela les samskaras, les empreintes conditionnées. Elles ne définissent pas qui tu es, mais elles influencent ce que l'esprit produit spontanément.
sans qu'on lui demande rien. Il existe une histoire que les moines zen racontent encore aujourd'hui. Un jeune moine arrive chez son maître un matin, visiblement troublé. « Maître, dit-il, depuis des semaines je me réveille avec des pensées sombres. Je médite. Je pratique. Mais elles reviennent toujours. » Le maître ne répond pas tout de suite. Il se lève lentement, prend 2 bols en céramique et verse de l'eau claire dans les 2. Puis il sort un petit flacon d'encre noire et laisse tomber une seule goutte dans le premier bol. L'eau change immédiatement, pas entièrement, mais la teinte est là, subtile, persistante. Le maître dit alors, « L'eau ne choisit pas ce qu'on y verse. Elle reçoit tout et elle devient ce qu'elle reçoit. » Le jeune moine regarde le bol en silence. « Dis-moi, » continue le maître, « qu'est-ce que tu regardes le soir avant de dormir? De quoi parlent tes conversations ces dernières semaines? Qu'est-ce que tu écoutes en te levant? » Le moine réfléchit et comprend. Ce n'était pas son esprit qui était sombre. C'était ce qu'il y versait chaque jour, sans le remarquer. Goutte après goutte, sans mauvaise intention, mais sans conscience non plus. Pense maintenant à une rivière de montagne, cristalline à sa source, pure, froide, transparente. Mais si en amont quelqu'un y verse chaque jour une substance sombre, pas en grande quantité, juste un peu, régulièrement, la rivière change, pas d'un coup, progressivement, jusqu'au jour où celui qui boit en aval ne comprend plus pourquoi l'eau a ce goût. Ton esprit est cette rivière, et ce que tu consommes chaque jour, c'est ce qu'on verse en amont. Et ce n'est pas une question de morale, c'est une question d'observation honnête. Qu'est-ce que tu consommes le soir avant de t'endormir? Qu'est-ce que tu écoutes dans les premières minutes du matin? De quoi parles-tu le plus souvent avec les gens qui t'entourent? Ces éléments sont ce que tu verses dans ta rivière intérieure. Et les pensées qui apparaissent le lendemain en sont le reflet. La pratique. Observe pendant une journée, sans rien changer, ce que tu absorbes. Pas pour te juger, pour voir. Puis choisis un seul ajustement. Un seul. Remplacer les 15 premières minutes d'information le matin par du silence ou par quelque chose qui nourrit. Choisir une conversation où tu parles de ce qui te donne de l'élan plutôt que de ce qui t'inquiète. Éteindre les écrans 30 minutes avant de dormir. Ce n'est pas de la discipline, c'est de la lucidité. Et la rivière intérieure répond toujours à ce qu'on y verse. Lentement, mais sûrement. Il existe un malentendu profond sur ce que signifie lâcher prise. On croit souvent que lâcher prise, c'est ne plus ressentir. C'est devenir indifférent. C'est faire semblant que ça ne fait pas mal. Alors, on n'ose pas vraiment essayer? Parce que ça semble faux. Parce que ça semble être une façon de fuir. Mais ce n'est pas ce que le bouddhisme enseigne. Le Bouddha parlait d'upekkha, un mot pali souvent traduit par équanimité. Mais équanimité ne veut pas dire froideur. Ça veut dire stabilité dans la tempête. La différence est essentielle. L'indifférence dit « ça ne m'atteint pas ». L'équanimité dit « ça m'atteint » et je ne suis pas renversé. L'une nie. L'autre accueille sans se perdre. Pense à une image. Un arbre dans le vent. Ses branches bougent, parfois fortement, mais ses racines ne bougent pas. Le lâcher-prise n'est pas l'absence de branches, c'est la profondeur des racines. Et les racines, ça se cultive, pas en une nuit.
avec le temps, avec la répétition, avec la pratique honnête. Lâcher prise ne signifie pas non plus que la pensée disparaît. Ça signifie qu'on cesse de tenir la braise dans la main en se demandant pourquoi elle brûle. Parce qu'une pensée qu'on ne nourrit plus finit toujours par s'éteindre d'elle-même. Toujours, sans exception. La pratique. Quand une pensée difficile revient, encore une fois, ne la chasse pas. Ne l'analyse pas non plus. Fais quelque chose de plus simple et de plus courageux. Reconnais-la. Oui, cette pensée est là. Je la vois. Puis pose-toi une seule question. Est-ce que tenir cette pensée me rapproche de quelque chose d'utile? Ou est-ce que je la tiens parce que je ne sais pas faire autrement? Si la réponse est la deuxième option, et souvent elle l'est, expire lentement. Et dans cette expiration, imagine que tu poses la pensée. Pas que tu la jettes, que tu la poses. Comme on pose un sac lourd qu'on portait depuis trop longtemps, pas parce qu'il n'existe plus, parce qu'on n'a plus besoin de le porter. Avec le temps, ce geste devient familier, et la pensée qui semblait inamovible commence à tenir moins de place. Il y a quelque chose que personne ne t'a jamais montré. Pas un livre, pas une application, pas un coach, un espace, petit, presque invisible, mais réel. Il existe entre le moment où une pensée apparaît et le moment où tu y réagis. Une fraction de seconde, parfois moins. Et dans cet espace minuscule se trouve toute ta liberté. Laisse-moi t'expliquer. Quand quelqu'un dit quelque chose qui te blesse, tu ne choisis pas d'être blessé. Ça arrive, automatiquement, instantanément. Quand une pensée négative surgit à 3 heures du matin, tu ne l'as pas invitée. Elle est là, sans permission. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est ce qui se passe juste après. Parce qu'entre cette pensée qui arrive et ce que tu fais avec elle, il y a un moment. Bref, discret, mais présent. Et la plupart du temps, on le saute complètement. On passe directement de la pensée à la réaction, sans pause, sans choix, comme si les deux étaient la même chose. Mais elles ne le sont pas. La pensée arrive. La réaction, elle, se choisit. Pas toujours facilement, pas toujours consciemment au début, mais avec la pratique, cet espace s'élargit. Les maîtres bouddhistes appellent cela Antarabhava, l'état intermédiaire, l'intervalle, le silence entre deux notes qui donne son sens à la musique. Sans cet espace, il n'y a pas de mélodie, juste du bruit. Et sans cet espace en toi, il n'y a pas de liberté, juste des réactions automatiques déguisées en choix. Voici comment commencer à le trouver. La prochaine fois qu'une pensée difficile apparaît, une pensée qui normalement te fait réagir, te fait te contracter, te fait plonger dans le bruit, fais une seule chose. Remarque-la. Juste ça. Il y a une pensée. Pas je suis cette pensée. Pas je dois agir sur cette pensée. Juste. Il y a une pensée. Ce geste crée l'espace. Pas beaucoup au début. 1 seconde peut-être. Parfois moins. Mais cette seconde, c'est toi. C'est toi qui regardes. C'est toi qui choisis. C'est toi qui décides si cette pensée mérite de diriger ta journée. Avec le temps, cet espace grandit. 1 seconde devient 5. 5 secondes deviennent 1 minute. Et cette minute change tout. Parce que dans cet espace, tu n'es plus régi par le bruit. Tu es celui qui l'entend, et celui qui entend peut toujours choisir de ne pas suivre. C'est là que commence la vraie pratique. Pas sur un coussin de méditation, pas dans un monastère,
dans la file d'attente, dans une conversation difficile, dans ce moment où tout en toi veut réagir. C'est là que tu t'entraînes. C'est là que tout se joue. Et chaque fois que tu trouves cet espace, même une seconde, tu reprends un peu plus de ta liberté. Voilà les 5 habitudes, nommées sans juger, pour ne plus fusionner avec ce qu'on pense. Interrompre le fil, pour ne pas laisser la rumination occuper tout l'espace. Ne pas nourrir la graine, pour laisser la pensée à sa taille réelle. Choisir ce que l'on consomme, parce que l'esprit est un jardin qui pousse ce qu'on y sème. Et pratiquer le lâcher-prise, pas l'indifférence, mais l'équanimité, pour rester debout dans la tempête sans être renversé. Aucune de ces habitudes ne promet de faire disparaître les pensées difficiles. Elles ne disparaissent pas. C'est ainsi. Mais elles perdent leur emprise, leur urgence, leur capacité à décider à ta place. Et c'est cela, la vraie liberté. Pas un ciel sans nuages, un regard qui sait voir le ciel derrière les nuages. La pensée peut traverser. Toi, tu restes. Merci d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Chaque geste de présence peut t'inspirer autour de toi. Et souviens-toi, tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui peut les voir. Namasté.